Bienvenue au Polysécure. Dans le cadre du Sécure, nous faisons une série d'entrevues avec les conférenciers pour approfondir leur sujet. Je suis avec Damien. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Damien Bancal, je suis un journaliste européen, un cyberchercheur dans tout ce qui est question de lutte contre le cybercrime. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis un spécialiste de la cyberintelligence. Je ne suis pas un informaticien, je ne suis pas un spécialiste de la technique. On va dire que je suis plutôt un spécialiste de la recherche humaine, donc de l'OSINT, du social engineering, et bien sûr de tout ce qui est cyberintelligence. Donc, ça veut dire retrouver des informations, essayer d'être le plus précis possible, mais des informations que je vais tenter de trouver chez les pirates. En gros, je regarde ou j'essaye de regarder au-dessus de l'épaule des pirates pour intercepter les informations qu'ils ont pu voler, ou en tout cas en cours de vol, ou en tout cas en cours de vente. Bref, c'est tenter un maximum de leur mettre des bâtons dans les roues, et bien pour mieux les combattre. Très intéressant et de toute façon, tu as fait déjà un préambule, mais ta conférence abordait sensiblement ces sujets-là. Oui, tout à fait, parce que j'ai un blog qui va bientôt fêter, eh bien, ça nous rajeunit pas tout ça, mais sur les internets 25 ans, et c'est mes filles, j'ai 2 filles qui m'ont rappelé ça. Mon blog va bientôt avoir, eh bien, je vous le dis tout de suite, 32 ans, parce qu'il a existé pour les plus vieux d'entre vous et d'entre nous, sur Amstrad CPC, sur Atari, sur Amiga, bref, sur des machines qui à l'époque n'ont plus rien à voir avec la couleur, la puissance d'aujourd'hui. Et je me suis toujours intéressé à cette partie qui était, eh bien, non pas la technique des pirates, mais en tout cas leur technique peut-être humaine, et puis surtout ce qu'ils font des données après, ce qu'ils font des informations qu'ils volent, parce que s'il y a encore quelques années, on avait un peu l'état d'esprit du pirate, un peu, vous savez, comme le super-héros, l'Anonymous, même si j'aime pas du tout le terme, mais qui est celui qui va manifester, qui va vouloir agir sur les réseaux pour faire passer un message. Bon, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, je vais être très honnête avec vous, sur 10 actes de piratage informatique, on va peut-être, avec un peu de chance, avoir un qui a véritablement une idée idéologique, politique, économique, sociale. Le reste, c'est argent. Vous prenez Rihanna, vous lui mettez des ordinateurs devant les yeux, et la Rihanna, c'est une pirate qui parle argent. Les pirates, c'est exactement pareil. Ils sont dans cet état d'esprit où aujourd'hui, ce marketing de la malveillance, ils l'ont clairement pris en compte. On va en parler tout à l'heure. Et ce marketing de la malveillance, c'est bien malheureusement pour nous, les utilisateurs, pour nous, ceux qui tentent d'aider leurs prochains, pour vous, si vous êtes des spécialistes de l'informatique, qui, je pense, tous les jours devaient éduquer, protéger, secourir, en face de nous, on a des gens qui gagnent des millions et ils sont pas prêts d'arrêter. Absolument pas. Donc, c'est ça, tous ces malveillants-là opèrent comment? Puis là, tu mentionnais justement, c'est tout un souci d'avoir une volonté de soutirer de l'argent. Donc, comment ceux-ci opèrent et comment ceux-ci fonctionnent, ces dits malveillants? Alors, ce qui est complètement fou, c'est que, moi, j'en parle avec mon blog depuis, ça va faire 25 ans, là, et j'ai vu une évolution pas du jour au lendemain, parce que ça serait exagéré, mais on va dire, sur les 3 dernières années, là, c'est devenu complètement fou. Il y a encore une dizaine d'années, on avait des gens qui volaient des bases de données, qui ne les commercialisaient pas obligatoirement, mais qui s'en servaient pour faire aller du filoutage, de l'hameçonnage, pour éventuellement ouvrir des serveurs pour y cacher quoi? Le dernier MP3 de leur chanteur préféré, le dernier jeu vidéo, le dernier film. Pour rappel, quand même, le Québec était un sublissime nid des spécialistes de la contrefaçon de films, où ça allait dans les différents cinémas du coin pour y récupérer Tabernacle, le super accent du dernier Star Wars. Mais donc voilà, ça se faisait des échanges, ça restait, pardon du terme, encore bon enfant. Et il y a 3-5 ans, j'ai vu une véritable évolution où c'est devenu purement et simplement économique. Alors d'abord avec les cartes bancaires, avec la fraude à la carte bancaire. Et qu'on le veuille ou non, ces pirates informatiques sont exactement comme le magasin IGA, comme le magasin La Source, comme nos banques, peu importe.
eh bien, ils veulent évoluer dans leur marketing. Alors, quand je cite les boutiques québécoises, canadiennes, comme on les connaît, ils font ça légalement. Ils font ça pour servir leurs clients et pour aussi gagner un peu plus d'argent tous les jours parce que ça fait partie du business. Eh bien, malheureusement, les pirates font exactement pareil. Et ce business de la malveillance, eh bien, eux aussi, ils veulent faire plaisir à leurs clients, malveillants bien sûr, et ils veulent gagner de plus en plus d'argent. Sauf que si la source me propose le dernier appareil à la mode, si IGA me propose les dernières pommes, le dernier fruit, enfin peu importe pour me nourrir, et voilà, le pirate fait exactement pareil, sauf que lui c'est avec des données bancaires. Et donc depuis ces 3-5 ans, sont apparues des boutiques qui achètent de la donnée volée. Et des boutiques donc qui les revendent ces données. Et c'est devenu complètement fou parce que prenez un couteau militaire sur lequel il y a plein de lames, un tournevis, un ciseau, des couteaux, etc. Les pirates, c'est malheureusement exactement pareil. Et là aujourd'hui, on parle beaucoup des rançonnages, des ransomware, des rançongiciels. Eh bien, c'est l'une des lames multiples qui permet à ces gens, à ces malveillants, moi je les appelle aujourd'hui des terroristes du numérique, parce que heureusement ils n'ont pas encore fait de mort physique, mais si on voulait bien être honnête, le nombre de morts numériques qu'ils provoquent par la fermeture d'entreprises, par très certainement la mise à la porte d'employés, parce que, eh bien, quand les entreprises perdent de l'argent, eh bien, elles ne gardent pas leurs employés, elles ne peuvent plus, sans compter la mort numérique des données qu'ils veulent. Du passeport en passant par le numéro de sécurité sociale, en passant par l'identité physique ou numérique. Donc voilà, et tout ça a muté. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais quand j'ai la chance, façon de parler, d'interviewer ou en tout cas de poser des questions à certains des pirates, soit sous ma vraie identité, soit sous des identités qui me fait passer pour de potentiels acheteurs ou vendeurs, ils s'en moquent complètement de l'humain qui est en face. Pour eux, prenez l'exemple, on est des petits portefeuilles, des porte-monnaies, et leur mission est de nous attraper pour voler l'intégralité du contenu de ce portefeuille. C'est assez brutal. Puis la question qui suit est comment tu as été arrivé à toute cette connaissance-là et peut-être comment quand tu as réussi à t'infiltrer dans ces affaires-là, sans nécessairement divulguer le fait qu'ils vont te retracer ou nuire à ton travail, mais comment tout ça, cette connaissance-là, t'est arrivé à flirter avec cet environnement-là? Alors, il faut savoir déjà que j'ai 40 ans et bon, allez, ça fait, allez, soyons très honnêtes, ça fait 30 ans que j'ai 18 ans, grosso modo. Comment? Déjà parce que je m'intéresse, je suis curieux, je cherche sur ce sujet. Alors déjà, j'ai une énorme chance, je suis journaliste, donc j'ai appris des techniques d'interview, j'ai appris des techniques de recherche, de remonter les sources, etc. Ensuite, j'ai une deuxième énorme chance, c'est que je suis né avec cette informatique. Quand j'ai eu mon premier ordinateur à 14 ans, à cette époque, les ordinateurs, quand on voyait une princesse ou Star Wars, un vaisseau spatial, c'était 2 pixels et c'est notre imagination qui faisait tout le reste. Et j'ai eu la chance donc de côtoyer des gens parce que moi, dès que j'ai eu cet ordinateur, j'ai toujours voulu devenir journaliste. En tout cas, j'ai toujours voulu travailler dans la recherche d'informations. Voilà, très vite, j'ai voulu écrire sur ça. J'ai pas encore retrouvé véritablement, mais je crois que j'ai commencé à écrire sur le sujet 6 mois après avoir eu mon ordinateur. Donc, de fil en aiguille, on rencontre des gens, de fil en aiguille, on a des mécanismes qui rentrent de recherche, on a aussi la curiosité. Prenez cet exemple, moi on me dit souvent, mais comment tu fais pour toujours trouver des pièces ou un billet par terre? Mais parce que ma tête, c'est un petit peu comme un ours, je suis un aigle, je suis tout le temps en train de regarder à droite à gauche. Avec le numérique et l'informatique, c'est exactement pareil. Moi, j'ai souvenir d'un professeur qui me disait à l'époque où j'étais à l'école, le métier de communication, de journaliste, si tu n'es pas curieux, change de métier. Eh bien, je pense que c'est exactement pareil pour la cybersécurité. Je pense que c'est exactement pareil pour la cyberintelligence. Si on n'est pas curieux, on change de métier ou alors on ne s'oriente pas dans mais comment fait-il? Alors après, comment je fais? Je vous dis, j'ai cet historique de recherche, de savoir trouver, etc. J'ai aussi une énorme chance, c'est que j'ai un historique de contacts, j'ai un historique d'amis. Et je l'avoue, j'ai des amis et je leur dis à chaque fois qu'on se rencontre, je dis arrête parce que moi je suis éthiquement parlant, ça me gêne. On a des amitiés de très longue date, mais il y a certains actes que tu peux avoir qui moi
moi me gêne. Donc heureusement on se connaît pas plus, mais arrête. Bon, ils arrêteront jamais, hein, soyons très très clairs. C'est parce que c'est dans leur ADN. Ils vivent dans des pays où c'est le seul moyen qu'ils ont pu trouver pour gagner de l'argent. Il y en a certains, je les connais depuis 20 ans. Voyez. Et ensuite, la curiosité. Hein. Moi, dès que j'ai du flair, alors le métier de journaliste ou de communicant ou de curieux, c'est d'avoir du flair, hein, le fameux 5e sens ou le 6e sens même. Et puis après, dès que je vois quelque chose, je dis tiens, je vais tirer la ficelle. Pensez à vos grands-mères qui peut-être vous faisaient du tricot. Vous savez, ce super bonnet que vous avez sur votre tête depuis 40 ans, qui a été fait par votre grand-mère. C'est un peu le même principe. Hein. Vous avez une pelote de laine, elle est numérique, et puis vous tirez sur une ficelle. Et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, il y en aura d'autres, parce que ce milieu est tellement riche, malheureusement, d'informations. Et puis après, il faut savoir les trier, il faut savoir est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas. Et puis après, c'est très compliqué, parce que moi, j'ai à mon niveau. Mais c'est pour ça que d'ailleurs des sociétés québécoises, et je leur remercie, s'intéressent à moi, et donc j'espère pouvoir revenir tabernacle dans ce beau pays. Attendez, j'ai appris des gros mots, donc moi maintenant je vais les utiliser, hein, parce que je vais être très clair avec vous, quand je dis tabernacle de Calice en France, ils me regardent avec des grands yeux, ils savent pas ce que ça veut dire. Donc mais plus sérieusement, voilà, donc comment je fais, c'est ça. Et puis après je pose des questions. Il y a aussi des cas où, et là j'ai un exemple très concret que j'ai encore devant les yeux au moment où je vous parle. C'est le groupe, je crois que c'était LV, donc Louis Vuitton, à qui je les ai contactés directement en leur disant voilà, je suis Damien de Zadtaz. Est-ce que je peux vous parler? Voilà qui je suis. Allez voir qui je suis, parce que je veux savoir pourquoi vous faites ça, qui vous êtes, tout dans l'anonymat. Et puis dans tous les cas, ils me répondront comme ils ont envie. Hein, j'ai pu faire plusieurs fois, on en a souvent parlé ensemble, mais j'avais des contacts quasiment permanents avec le groupe Maisie. J'avais pu rentrer en contact avec d'autres groupes, Mootlooker et compagnie. Soit je dis qui je suis, soit je dis pas du tout. Et là, quand c'est comme ça, alors il y a des forums qui sont très connus sur le web où j'y vais quasiment jamais, parce que si c'est sur le web, dans ces forums, on en entend beaucoup parler quand ça parle de fuite de données, mais que tout le monde dans le milieu est au courant depuis 6 mois. Ça m'intéresse pas, cela. Il est trop tard. Ils sont, vous savez, un petit peu les pilotes sur le Titanic. Hein, ils ont vu l'iceberg, mais le problème, c'est que l'iceberg, il est au bout de leur nez et le bateau est en train de couler. Non, moi, l'important, c'est d'être avant même que l'iceberg se décroche. Vous voyez, donc ça veut dire que toute l'information est là. Et donc, voilà comment je fonctionne. Et après, bien sûr, quand je fais de l'infiltration, je me fais passer soit pour un acheteur, soit pour un vendeur. Mais très important, j'espère garder cette éthique à vie, et je pense qu'elle ne partira jamais. Je ne vends rien, je n'achète rien, je n'échange rien, je ne donne rien. Je fais juste la première démarche. Bonjour. Et puis, je dis, je vais prendre un exemple. Hein. Il y a une entreprise, là, dernièrement, une grosse entreprise québécoise qui s'est fait infiltrer, dont les données ont été volées. Donc là, on parle même pas de ransomware, etc. Je les ai contactés, eux ne m'ont pas répondu, mais ça, c'est pas nouveau. Donc du coup, j'ai été contacter le pirate et je me suis fait passer pour un acheteur potentiel. Et ça, à moi d'être le plus intelligent possible, il faut qu'en 3 questions, j'ai suffisamment d'informations qui vont me dire c'est vrai, c'est sourçable, et surtout, est-ce que je suis capable de m'assurer que la personne qui est en face est bien le primo-accédant? Et après, c'est à mon travail d'enquête, c'est à mon travail de recherche, de regroupement d'informations, et je sors l'un de mes dossiers, parce que j'ai beaucoup de dossiers. J'ai des chiffres, des entreprises, des noms de pirates, de groupes de pirates, et j'essaye de voir si ça corrobore, et si après, ma fameuse pelote de laine, pour ceux qui se souviennent, si vous aviez eu ça en cours d'histoire, souvenez-vous de l'Odyssée de Homère, hein, vous savez, Ulysse qui a 10 ans pour rentrer chez lui et sa femme tirait la ficelle de son tapis en attendant son mari. Là c'est pareil, si ma ficelle doit rompre parce que la personne en face a cru comprendre que je ne serais pas un acheteur mais plutôt un enquêteur ou je ne sais trop quoi, c'est à moi de m'assurer que le tapis, je puisse continuer à tirer les ficelles pour voir jusqu'où je peux aller, par exemple jusqu'au tisseur. Très intéressant. Donc, et c'est essentiellement, justement, un travail d'infiltration. Tu as fait une référence au fait québécois, puis on a eu des questions en ce sens-là. Comment tu es capable donc, de cibler des données québécoises ou canadiennes versus d'autres données qui sont à travers le monde? Alors ça, c'est une excellente question, parce que c'est justement l'une des plus complexes méthodes à avoir. D'abord, j'ai la première source, si le primo-accédant, le pirate, me le dit.
Moi, c'est justement dans les 3 questions. Hein. Alors, il peut y en avoir beaucoup d'autres, hein, mais moi, je me fixe toujours. Je dois tenter de poser au moins mes 3 premières questions, parce que ces 3 premières questions vont me permettre de faire un environnement qui va m'assurer que je peux continuer la pelote. Alors, comment je peux être certain ? On n'est jamais certain, soyons très clairs. Hein. Mais au moins, dans les 3 questions, l'intervenant me dira soit le nom de l'entreprise, soit il va me donner un échantillon. Et là, je vous cache pas que l'échantillon, pour moi, c'est le bonheur. Hein. C'est l'échantillon va me permettre de travailler sur plein d'autres éléments, soit techniques ou soit en continuation humaine. Moi, je vais être très clair. La semaine dernière, justement pour cette société, j'ai réussi à récupérer un échantillon. Mais vous savez, je me fatigue pas. Hein. Dans cet échantillon, j'avais des adresses mail. J'ai tout simplement écrit aux adresses mail où là, je me présente. Bonjour, je suis Damien. Je suis un chercheur dans la lutte dans les questions de lutte contre le cybercrime. Voilà, j'ai la preuve qu'il y a une infiltration dans une entreprise que je ne cite pas. Hein, je protège toujours aussi ces entreprises qui n'y sont peut-être pour rien ou qui ne sont même pas au courant. Et ça arrive plus souvent qu'on puisse le croire. Et je dis voilà, et donc c'est en cours là en ce moment. Et je leur ai dit voilà, j'ai les informations sur vous, recontactez-moi. Ayez confiance. Alors après, je fais de manière à ce qu'on me recontacte. Donc j'ai une adresse en .ca. J'ai suffisamment, je pense en tout cas maintenant, d'éléments qui permettent aux gens, s'ils cherchent 30 secondes, de savoir qui je suis à Montréal et au Québec. Après, j'ai mes amis. Hein, j'ai comme toi, Nicolas, comme plein d'autres, qui permettent aussi de rassurer quand c'est des entreprises avec qui peut-être ils travaillent. Donc du coup, à partir de ces éléments-là, quand je commence à pouvoir regrouper, c'est mon fameux sourçage, vous voyez. Et donc là, prenez l'idée du 360 degrés. Il faut que, à la fin, je me morde la queue, façon de parler, que je puisse au moins retomber sur mes jambes, sur mes pattes, pour me dire tiens, l'information que j'ai eue de ce primo pirate, eh bien une fois que j'ai fait mon 360 degrés, ça malheureusement, ça va pouvoir matcher, ça va pouvoir se rejoindre. Et à partir de ces éléments-là, c'est là où je suis sûr, on va dire, aller à 90%. Jamais je dirais à 100%, parce qu'on n'est jamais sûr à 100%. Mais si j'alerte, c'est que je suis sûr à mon niveau qu'à 90%, la source est fiable, malheureusement du pirate, malheureusement de ce que j'ai pu analyser, et aussi par de potentiels contacts professionnels, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je ne suis pas un informaticien, je ne suis pas un ingénieur en informatique, je ne suis pas comme des professionnels comme Nicolas ou d'autres, donc je peux faire appel aussi, moi, à mes connaissances en leur disant « Qu'est-ce que tu en penses parce que j'ai beaucoup de pirates qui me fournissent la faille ?» qui me fournissent l'exploit. Quand je pense qu'il y a encore tellement d'injections SQL, ça me rend complètement fou. Hein. Mais quand les pirates, là, dernièrement, mais là, c'était pas du tout pour le Québec, hein, c'était pour des pays hispaniques, où les gars m'ont clairement fourni les failles. En me disant, voilà la faille. De toute façon, tu pourras pas l'exploiter à fond, parce que nous, ça fait plusieurs semaines qu'on est dessus, mais ils la fournissent. Donc déjà, j'ai le nom de l'entreprise. Ça me facilite la tâche. Beaucoup. Puis là, justement, tu fais référence énormément au délai entre ce qui est disponible sur les forums plus publics, dans le fond, le Troyhunt, YouHaveInPwn, tous ces univers-là qui sont très contents de monétiser ou de faire valoir leur service de cette nature-là, mais en général, et tu me l'as clairement montré à plusieurs reprises, le délai entre la disponibilité sur ces forums-là très publics, que tu parlais justement de sites web très publics, versus ta capacité d'infiltration, il doit y avoir quand même un gap de temps important entre ces deux sources-là. Il est important et il se réduit. Alors il est important, je vais vous prendre un chiffre très exact. Hein. Souvenez-vous de cette mirobolante fuite de données de 2018 où tout le monde en a parlé, janvier 2018, oh là là, 3 milliards de données. Il faut savoir qu'elle était déjà en vente depuis 2 ans. D'accord, donc déjà il y a ce laps de temps de 2 ans entre le moment où elle est en 0 day dans les mains des pirates qui se l'échangent, qui se la vendent, qui se l'échangent pas, qui se la vendent. Donc quelqu'un qui achète, il va pas la diffuser publiquement, hein, parce que lui c'est son gagne-pain aussi. Il veut rentabiliser ce qu'il a acheté. Et dans les données de 2018, il y en avait certaines qui dataient quand même de 2010. Donc entre le moment où c'est volé et le moment où c'est connu publiquement, il y avait 8 ans. Et le moment où c'est volé, et le moment où ça commence à se distribuer en 0 day dans les milieux autorisés, il y avait 6 ans. Donc voilà, c'est très très vaste.
Et après, ça peut être très très court. Moi, j'ai des exemples, c'est simple. Je vais vous en prendre un là devant mes petits yeux. Nicolas peut vous le dire. On est en visio nous ensemble. Tac tac tac. Je vais prendre celui-ci. Bien sûr, c'est pas le bon. Si, je vais vous prendre là, par exemple, le groupe Babuc, qui est un groupe d'opérateurs de ransomware. Ils ont attaqué une entreprise. Hop, je vais le faire correctement. C'est simple. Ils ont attaqué une entreprise le 22 avril à 18h24. Donc c'est devant mes yeux. Et nous sommes là au moment où on enregistre 2 jours plus tard. Donc vous voyez, il y a vraiment c'est comme donner un prix pour dans le black market, c'est impossible parce que c'est au bon vouloir du pirate. Le pirate, après tout, lui, dites-vous qu'il va trier, analyser. Et s'il l'utilise tout de suite, sa donnée, il peut très vite la revendre dans l'heure où il l'a volée, parce que lui, dans cette heure, il l'aura utilisée, ou dans la semaine, ou dans le mois. Tout dépend du public qui va acheter. Tout dépend aussi de ses amis, du milieu, du business. Moi, j'ai souvenir de gens que j'avais rencontrés à Marrakech au Maroc qui me disaient, nous, on préfère vendre 1000 fois un produit 10 $ qu'espérer demain toucher 1 million pour un seul acheteur. Donc voilà, c'est du business. On en parlait au début, c'est du marketing malveillant. Ces gens-là ont tout compris. Ils font des promotions, ils font des recrutements. J'ai même un groupe pirate qui, maintenant il y a un petit mois, avait fait un concours avec un prix pécunier. Celui qui le gagnait touchait une certaine somme d'argent pour le recrutement. Vous imaginez, c'est complètement dingue. Il y a des pirates qui sponsorisent des jeux. Voilà, on est dans... Pardon du terme, mais on est dans un monde de dingue avec ce numérique et on a de plus en plus de populations très larges. Comme je le disais tout à l'heure, les Zero Day, c'est plutôt des populations avec une culture de l'informatique qui est pas négligeable, mais on a aussi cette culture de la malveillance. Regardez Netwalker, regardez ce Québécois arrêté dernièrement qui était aussi dealer, qui faisait aussi du black market dans la vente de drogue. Tout ça, c'est du business, donc pourquoi pas un business de plus en plus structuré. Et donc, qui dit structuré, dit promotion, dit diffusion de données et vente plus rapide. Donc, une mise en ligne, malheureusement, plus rapide aussi. Un exemple, et je finirai sur ça pour ta prochaine question, Nicolas. Mais souvenez-vous, Netwalker, il y a 1 an, on en parlait dans un autre podcast, mais on en parlait ensemble, où j'expliquais que Netwalker, j'avais trouvé une faille qui me permettait de voir le lien des données volées avant que le compte à rebours des pirates soit arrivé à 0. Pour vous rappeler, quand les ransomware vous attaquent, ils volent les données, et après il y a un compte à rebours qui se dit si tu ne payes pas dans 7 jours, ça s'affiche. J'avais trouvé une faille qui me permettait de voir avant le compte à rebours à 0, voir le lien de téléchargement. Ça prouve très clairement qu'une fois qu'ils ont volé les données, ils vont déjà les cacher sur le web. Mais attention, c'est chez Mega, c'est chez Anonfile. En tout cas, ça veut dire qu'ils sont déjà plus dans leur machine et donc ils sont accessibles à celui qui connaît le lien. Donc peut-être à des amis, peut-être à des connaissances économiques, peut-être voilà. Donc on peut pas leur faire confiance et aujourd'hui donc ça s'accélère fortement parce que le business leur impose cette accélération. La concurrence. Oui, tout à fait. Et tout ce volet-là, donc, ils doivent connaître aussi également tout le volet de sous-traitance qu'on connaît dans le monde industrialisation normale. Donc, eux autres aussi doivent être dans un univers d'industrialisation, donc de séparation des tâches de sous-traitance. Puis c'est peut-être un peu un des points où quand tu essaies de remonter tes sources, faut pas que tu trouves un d'intermédiaire, mais il faut vraiment que tu trouves avec celui la vraie information. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les intermédiaires aujourd'hui sont quand même des gens assez intéressants. Il faut jamais édulcorer une source. Il faut jamais dire lui c'est un petit. Je vais vous prendre un exemple. Il y a des groupes pirates où ils ont un service après-vente à qui on peut parler sur un chat. Ils ont leur designer, ils ont le webmaster, ils ont leur codeur, ils ont le blanchisseur. Vous voyez, déjà là, je vous ai cité 7 personnes qu'on pourrait considérer comme pas vraiment intéressantes dans un business. Je sais pas, moi, on avait parlé de Netwalker, mais ça peut être Cuba, Darkside, Opal, Sodonicobi, il y en a tellement, mais plus d'autres groupes qui font pas du ransomware, mais qui font du vol de données ou de l'infiltration. Ils sont tous des sources. Ils sont toutes des sources parce qu'ils ont tout à un moment ou un autre un point faible. On parlait tout à l'heure de Ulysse, on parlait tout à l'heure de l'Homère, de l'Odyssée d'Homère ou la guerre de Troie. Souvenez-vous, Achille,
pendant la bataille de la guerre de Troie. Il est mort comment, le gars? Pas Brad Pitt, hein, le vrai. Hein. Il est mort comment? Il est mort par une flèche qui a tapé le seul endroit faillible de son corps, qui était son talon. C'est exactement pareil. Le talon d'Achille des pirates informatiques, il y en a plein. Et donc, chaque petite partie d'un groupe pirate, du coup, moi, ça me fait quand même 7 talons d'Achille potentiels. Donc, de sources, de fuites, etc. Et souvent, il y a aussi la frustration. Et tout à l'heure, j'en ai pas parlé parce que j'avais complètement oublié cette source-là. Mais les dénonciations, les pirates entre eux, dès qu'ils peuvent se balancer, c'est une pure merveille. C'est fou furieux. Je prends l'exemple de Hugh Weger, qui a été arrêté maintenant il y a quelques semaines par la police ukrainienne. Ned Walker arrêté par la police canadienne, mais avec l'aide du FBI, etc. Nous, on a des éléments qui nous font dire que toutes ces informations-là, les autorités les avaient depuis au moins le mois d'octobre. Pourquoi? Sur un forum, un mec les a balancés, hein. Aucun honneur chez les criminels. Non. Et là, alors là, c'est pareil. Hein. Il y a plein de gens qui me disent, vous pensez que si je paye, ils vont me donner mes informations, ils vont me les rendre? Dites-vous, et ça, c'est toujours mon gimmick, c'est toujours ma blague à moi. Si vous pensez qu'il y a de l'honneur chez un pirate, c'est que vous pensez que le Père Noël viendra vous apporter un cadeau tout le long de l'année. Non, c'est que le 25 décembre. Entre autres choses, puis dans des efforts de sécurisation, d'infiltration, naturellement, tu dois utiliser certains moyens techniques sans dire que tu es toi-même un spécialiste là-dedans. Mais as-tu justement amorcé, vu de cette professionnalisation-là, une sécurisation beaucoup plus grande de leurs infrastructures, justement, pour mieux se rendre protégés des sources policières et des sources d'enquête, un peu comme toi, là? Mais complètement. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre la Banque des Jardins. Je la connais bien, c'est ma banque. Il n'y a aucune pub, on touche aucun argent. Mais quand je veux, par exemple, atteindre mon compte bancaire, il faut un mot de passe, il faut donner une phrase secrète, il faut avoir souvent le même numéro de téléphone, etc., etc. Donc, il y a une sécurisation déjà dans le monde normal, chez nous, pour aller dans un commerce, pour aller sur une banque, sécurisé, avec des captcha, etc., etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chez les pirates informatiques, en tout cas chez ceux qui seront, semi-professionnalisés, voire totalement professionnalisés, c'est complètement fou. Captcha, mot de passe, cooptation. Je suis en train de me les regrouper. Il y a de la 2FA aussi, certaines 2FA que je vous expliquerai pas ici. Si, je peux vous l'expliquer. J'ai vu, moi, et d'ailleurs c'est le plus difficile pour moi quand j'infiltre, mais j'ai vu des captcha en cyrillique, en russe, ou en chinois. Et donc du coup, si t'as pas le bon clavier qui va bien, si t'as pas le bon vocabulaire, t'es comme un andouille devant le truc, tu ne passes pas, donc du coup il te repère. Tu as aussi donc la cooptation, j'ai dit, il y a de plus en plus aussi de forums. Je vais prendre un exemple très concret, il y en a un qui s'appelle Kick-Ass, le bien nommé, je vous laisse traduire. Il faut payer entre 400 et 600 $ pour l'intégrer. Bon, il est hors de question que je paye. Donc, je remercie personne. Le mec a failli donner son pseudo en plus. Je remercie en fait des gens qui m'y donnent accès, par exemple. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'en face, ça se blinde à un niveau chiffrement, peer-to-peer, donc pair à pair. C'est fou, c'est fou. Mais à côté de ça, il y a toujours ce fameux talon d'Achille. Je n'ai jamais vu autant de groupes pirates ouvrir des Discord, d'aller sur Telegram, donc de permettre de discuter avec d'autres. Le design, l'image. Aujourd'hui, on est dans un monde d'images. C'est impressionnant le nombre d'images que des pirates peuvent diffuser. Des publicités. Je vous parle même pas de la photo de leur petit chien. Et ça arrive très souvent. Il y a eu des cas où quand même les gars faisaient de la publicité avec la poitrine de leur copine. Souvenez-vous de cette histoire d'il y a maintenant 4-5 ans, où un gars avait mis sur la poitrine de sa copine, elle était en maillot de bain, il avait mis son pseudonyme sur le ventre de sa copine, parce que ça faisait de l'image, donc ça allait buzzer dans leur milieu. Il a quand même été remonté parce qu'il avait oublié d'enlever les tags de la photo. C'est du pur bonheur. Mais voilà, il y a toujours un talon d'Achille. Et moi, c'est exactement pareil. Moi, il y a des fois, je me fais avoir parce qu'ils ont trouvé mon talon d'Achille. Les questions où je fais pourtant très très attention. Mais quand le gars se rend compte que je viens, par exemple, tous les jours sur leur forum et que je ne participe pas, que je n'achète rien, que je ne vends rien, que je n'échange rien et que je viens poser de temps en temps des questions au privé,
Dites-vous que mon compte, il fait le quart d'heure. Hein. Ah, ils savent pas qui je suis, mais je l'ai perdu. Et il y a des fois, eh bien, perdre des comptes, c'est très très compliqué parce que je sais que je les retrouverai jamais. Là, je surveille, c'est simple, je vais vous le dire. Je surveille exactement. Alors, c'est ici. Hop, je suis à 29 000. Ok, je suis à 29 041, ouais c'est ça, 29 041 site, forum, enfin lieu que je surveille. Hier j'en ai perdu 120 parce que je participe pas, parce que c'est qui? C'est quoi? C'est un bot? C'est qui? C'est l'infiltration de la police? C'est qui? C'est un concurrent? Et très marrant, souvent dans les messages quand je suis viré, c'est ouais, tu fais partie de tel groupe, on veut pas de toi ici. J'ai été viré aussi des fois, et j'en dirai pas plus, mais sur des lieux où les emojis, c'est pas les mêmes. Le smiley, le petit bonhomme qui sourit, faut faire super gaffe à ça, parce que c'est pas le même aux Philippines, c'est pas le même au Brésil, c'est pas le même en Chine, c'est pas le même en Russie. Et quand vous commencez à faire un petit bonhomme qui sourit russe à un site chinois, attendez-vous à perdre vos jambes. Hein. Oui, et effectivement, puis pour conclure tous ces sujets-là, as-tu des conseils, parce que comme tu vois comment les malveillants fonctionnent, comment aider les gens et les entreprises à minimalement poser des gestes qui vont leur éviter de se retrouver premièrement d'être avec un rançon logiciel, puis deuxièmement, s'il y en a un, qu'est-ce qu'ils doivent en faire après là? Alors moi déjà, je ne cesse de le dire, hein, ça fait des années que je le dis, communiquez. Informez déjà auprès de vos équipes, formez-les, éduquez-les. Alors, je n'ai rien contre les gens qui éduquent à la cravate, hein, qui sont très propres sur eux, qui font très conventionnel, très moi je sais. D'abord, on sait jamais rien. Faites-le plutôt en mode détente, de manière à autour d'une table, discutons, expliquons comment on travaille son numérique à la maison, en entreprise. Et après, on peut mettre les jalons de voilà comment il faut qu'on fasse chez nous, dans notre société, chiffrement, protection. Mais l'éducation, c'est indispensable. Savoir, c'est déjà se protéger. Alerter, c'est déjà sauver les autres. Donc ça, c'est indispensable. Après, ce sont les clés classiques que personne n'écoute. Un mot de passe et un mail différent partout où on s'inscrit. Ne pas utiliser ses adresses mail professionnelles à des fins personnelles. Vous aimez Badoo, c'est votre vie, mais vous le faites en privé. Voilà, vous voyez, c'est du bon, c'est con, hein, pardon du gros mot, mais la cybersécurité, c'est pas compliqué, hein. C'est du bon sens. Donc quand moi je vois qu'encore une fois, là dernièrement, j'ai plusieurs sociétés à Québec qui se sont fait piéger, pas obligatoirement par du ransomware, mais on voit que la DRH, la direction des ressources humaines ou le comptable, ils ont cliqué sur un mail sans même s'assurer que l'intervenant était bien le bon interlocuteur. Je trouve ça honteux, voire punissable. Ah, c'est pas parce qu'on est dans une hiérarchie, hein, les fameux +1, les N2, les N3, ce que vous voulez. Dites-vous qu'un pirate informatique, celui qui a la cravate, il va vous la voler, la cravate, il va vous la mettre sur lui, sa cravate, il va se l'habiller avec, hein, il va vous appeler, il va avoir sa cravate sur lui, et en plus il trouvera le moyen de vous la revendre. On va arrêter de jouer aux idiots. L'éducation est indispensable. Les pirates en face, qu'on le veuille ou non, s'ils veulent, ils auront. Donc la question n'est pas de savoir pourquoi moi, mais plutôt quand. Et donc l'éducation. Faire appel à des professionnels. Et je sais qu'on est tous près de son argent, qu'on aime gagner de l'argent. Je rencontre beaucoup, moi, de chefs d'entreprise qui pensent plus au chalet qu'ils vont pouvoir aller le week-end, plus qu'en se disant, et si je mettais un peu de budget dans les hommes et dans ma cybersécurité? Je pense que c'est de l'éducation, c'est de la compréhension. Et clairement se dire qu'en face, s'ils vous veulent, ils vous auront. Mais plus vous leur mettrez des bâtons dans les roues, et plus ils iront voir ailleurs. Parce que le pirate, vous savez, hein, il est un peu feignant, il est comme vous et moi. Hein. Il faut que ça aille vite. Et plus vite ça ira, et plus vite il va rentrer dans ses frais. Et donc, et comme ses frais, c'est plusieurs millions de dollars, voilà quoi. Effectivement, tout le volet professionnel est très, très axé sur l'argent. Donc, c'est plus petits investissements possible pour le plus grand gain possible. Exactement ça. Puis c'est vraiment ça qui monopolise ensemble. Puis d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans la nouvelle, c'est qu'on a eu le cas de SolarWinds, par exemple, qui est justement l'effet opposé. Là, on ne parle plus d'un acteur criminel standard. Là, on parle vraiment d'un État qui a plusieurs millions de dollars à verser dans la mise en œuvre d'une attaque. C'est pas la même chose. Mais ce que les entreprises vivent généralement, effectivement, c'est ce genre de choses.
juste pour info, les pirates informatiques aujourd'hui, je vais prendre des grands groupes de ransomware, sont capables de mettre en développement et recherche des millions de dollars aussi sur la table. Hein. Sauf qu'en face, au lieu d'avoir des ingénieurs ou des militaires, hein, si on prend des cas étatiques, c'est des étudiants québécois, des étudiants français, belges, chinois, coréens, australiens, qui vous voulez. Malheureusement aussi souvent dans des pays qui n'ont pas les moyens de leur donner du travail à ces gens de talent, hein, qu'on le veuille ou non. Hein. Moi, je vois, j'ai rencontré, alors là, c'était plus des designers hein, pour travailler, qui travaillent avec des pirates. Les gars dessinent ou alors sont des web designers et c'est impressionnant. Bon, enfin, les mecs préfèrent gagner 100 000 $ en faisant un site pour un ransomware que potentiellement gagner, je sais pas moi, 50 $ de l'heure avec un patron qui sera tout le temps sur leur dos, qui va vouloir économiser un maximum d'argent, alors que avant tout, eux, c'est des passionnés. Et ben vous savez, hein, c'est comme dans la vie de tous les jours. Hein. Si, comme dans les dessins animés, on vous promet monts et merveilles, et en plus on vous met les billets sur la table, c'est humain. En tout cas pour des gens fragiles, sociétalement parlant, économiquement parlant, ils y vont très clairement. Ben, c'est évident. De toute façon, il y a plusieurs gens, beaucoup de gens dans les pays qui sont très, très pauvres et même se faire payer pas très cher en dollars US ou en euros, eux autres, c'est magique. Là. Ça change leur vie. Ça leur permet une vie qui est décente, qui est, on pourrait dire, normale selon nos standards occidentaux. Oui, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Hein. Vous prenez dans la belle région de Québec, il y a des pirates qui font de la fraude à la carte bancaire, qui se font beaucoup d'argent et qui se disent aussi, moi j'ai pas envie de travailler, j'ai proposé mon emploi partout, on m'a considéré trop cher ou on m'a regardé de haut parce que j'étais un petit jeune. Moi j'en connais certains qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont leur chalet et qui dans leur canapé font leur business. Il y a un moment, je pense aussi qu'il faut écouter le cri d'alarme que certains jeunes informaticiens peuvent lancer. Et si on les écoute pas, et ça peut aller du lanceur d'alerte, ah, j'ai trouvé une faille chez vous, faites-moi travailler un petit peu, je vous aide. Peut-être en plus on y trouvera quelqu'un qui a du talent et donc on fera rentrer dans notre société, hein, dans la société légale, licite, hein, parce que là pour le moment il fait le malin, il gagne beaucoup d'argent. Mais dans 2 ans il sera où ? Il sera à Sing Sing, ou il sera dans une prison en Thaïlande. Vous voyez, il y a un moment aussi quand il y a un lanceur d'alerte qui vous alerte, hein, répondez-lui, parce que moi j'en connais beaucoup qui ont tourné pavillon, hein, qui sont passés de black à white, de chapeau blanc à black hat, hein, chapeau noir, juste parce qu'en face on l'a pris de haut sans même lui dire merci. Effectivement, tout ça est super intéressant. On va conclure là-dessus. T'as d'autres prestations ou d'autres conférences que tu donnes prochainement ou d'autres éléments publics où tu vas discuter de ce genre de choses-là de façon prévisible? J'en ai beaucoup, mais pour ceux qui me connaissent, j'ai un énorme défaut, c'est ce qu'on appelle être une tête en l'air. Donc je vous invite à passer par mon blog ou passer, voilà, et puis je donnerai des dates là ou sur mes réseaux sociaux, mais en tout cas, je suis pressé de revenir. Merci énormément. Puis merci pour toutes ces informations-là. Puis j'espère qu'on va s'en parler prochainement.